Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, David Gakunzi, enseignant, ainsi que nos deux éditorialistes, Lucien Pambou et Alfred Chango. Ouvrons notre dossier du jour, l'impact de la suspension de l'aide extérieure au Rwanda et non au Ghana. En 2012, plusieurs partenaires du Rwanda ont suspendu leur aide destinée à ce pays, en cause les soupçons qui pèsent sur le régime du président Paul Kagame de soutenir les rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage de Daniela Boki, notre envoyé spécial au Rwanda. Ces dernières années, le Rwanda a fait d'énormes progrès en matière économique et sociale, mais d'énormes problèmes restent à régler. D'après les chiffres avancés par le gouvernement, le pays aurait enregistré en moyenne un taux de croissance de 8% ces 5 dernières années. Mais le pays doit faire face à un défi, la suspension des aides internationales. En 2012, un grand nombre de donateurs ont suspendu leur aide au Rwanda, un pays jusque-là admiré par les institutions financières pour ses réformes socio-économiques, alors que cet apport des pays donateurs participe de moitié au budget national. De quel potentiel dispose le Rwanda pour faire face à cette situation et comment combler le déficit engendré par cette suspension? Dans les rues de Kigali et des provinces, la suspension des aides au pays des 1000 collines semble ne pas avoir d'impact visible. Le pays doit apprendre désormais à vivre sans ces aides. D'abord, ce sont les États-Unis qui ont été les premiers à mettre fin à l'aide militaire estimée à 200 millions de dollars. Puis après suivront l'Allemagne, la Suède ou encore l'Angleterre, le plus gros contributeur. Et pour cause, le rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies qui accusait le Rwanda de soutenir le mouvement du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Et le pays lutte pour son indépendance. Pour qu'un pays, un pays petit comme le Rwanda, ne dépende pas à 100% de l'aide extérieure pour financer son budget public, il y a des étapes. La première étape, il faut accroître la croissance économique interne, le produit intérieur brut. Il faut que la production augmente jusqu'au niveau où les exportations vont suffire pour financer les importations. Donc, le balance de paiement doit être équilibré. Vous devriez importer la même quantité que vous importez, sinon vous aurez besoin de devises étrangères. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, il faut que tout le potentiel économique du pays soit exploité. Au titre de l'année budgétaire 2012-2013, les aides extérieures représentent environ 46% du budget de l'État. La suspension de l'aide pourrait peser lourd sur le financement du budget. Mais le pays met à profit ses nombreux potentiels, l'agriculture, le secteur des mines ou encore le tourisme. On n'est pas à l'autosuffisance à 100%, parce qu'il y a certains potentiels qui nécessitent des investissements supplémentaires pour les exploiter. Et là, par exemple, je dirais le potentiel qu'on a, la gaz méthane. Si on pouvait exploiter à 100% la gaz méthane, on peut même exporter le gaz vers les pays étrangers. Malheureusement, il faut des investissements énormes sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Nous sommes en train de parler avec le Kenya et l'Ouganda pour la construction de rails et transport aérien. Énergie aussi dans le gaz méthane, hydraulique, ainsi que énergie solaire. Donc ce sont des secteurs assez prioritaires pour nous. Chaque année, le Rwanda reçoit plus d'1 milliard de dollars au titre de l'aide au développement. Et pour faire face à ce manque à gagner, l'État rwandais a multiplié les réformes dans tous les secteurs. Son objectif est de pouvoir attirer et séduire les investisseurs, vecteurs du progrès d'une économie. L'enregistrement d'une entreprise au Rwanda, ça ne prend qu'aujourd'hui 6 heures. Ce qui, il y a 5-10 ans, ça faisait des mois et des mois. Maintenant, on a fait ces réformes de faire en sorte que quiconque veut investir son argent, qu'il soit bien servi vite, un service de qualité, un service rapide, un service correct, un service qui n'est pas taché de semblant ou de corruption, soit-elle petite ou grande. Pour également réduire la dépendance du pays des aides extérieures, Agashiro Development Fund a été créé en août 2012. Il s'agit d'une initiative basée sur la contribution volontaire des citoyens rwandais. Il faudra qu'un jour les Africains arrivent à s'assumer
arrivent à vivre selon leurs moyens. Et vous avez sans doute entendu parler du fonds Agaciro, qui est un fonds du respect, le respect de soi finalement, de se dire on ne peut pas vivre aux dépens, une nation ne vit pas aux dépens d'une autre nation. Ce sont les filles et fils d'un pays qui font que ce pays doit s'autosuffire économiquement et s'autosuffire carrément de manière générale. Le Rwanda multiplie les initiatives économiques pour résister aux sanctions économiques internationales. Le pays a même pu redresser le secteur qui pourrait être le plus touché, les infrastructures. En 1998, le pays finançait son budget à hauteur de 30%. Aujourd'hui, c'est presque le double. De gros efforts, mais qui laissent certains spécialistes prudents quant à l'avenir économique du pays. Dans les années 2020, le Rwanda aura un budget basé sur cette locale, nationale seulement. Et ça, c'est inspiré d'un élément de la plateforme politique du parti dirigeant qui dit qu'il ne faut pas compter sur soi-même et mettre cela en pratique. Si nous restons dans les mêmes voies, c'est-à-dire qu'avant même 10 ans, le Rwanda sera capable de financer son budget, même à 100%, sans l'aide internationale. Le pays veut atteindre une croissance moyenne de 11,5% sur les 5 ans à venir. Cette année, son budget public au développement est financé à hauteur de 60% sur les recettes intérieures. Des signes positifs qui démontrent l'engagement des autorités rwandaises à affronter cette suspension qu'elles qualifient de mesure de rétorsion. David Gakunzi, quel est votre sentiment après la diffusion de ce reportage? Le Rwanda est-il en fin de compte un modèle pour le continent? Non, moi je pense que le Rwanda, c'est une fierté pour l'Afrique. Moi j'ai vu le Rwanda en août 1994, juste après le génocide. Donc on ne m'a pas dit, j'ai vu. Et c'était un pays au fond du gouffre, c'était un pays en pleine désolation totale. C'est un pays qui apparemment n'avait pas d'avenir. Et 20 ans plus tard, on parle d'un pays qui marche économiquement, qui est structuré, qui est organisé. Et ça, on ne le dit pas souvent. Cette réussite est basée sur quoi? Parce qu'il y a eu un leadership qui avait une vision, et qui est organisé, qui est structuré. Mais malheureusement, souvent, dans les médias, on entend un autre message. Et c'est là où je dis que le Rwanda, c'est une fierté. C'est une fierté parce que c'est aussi la continuité de certains idéaux, des gens comme Julius Nyerere. C'est Julius Nyerere qui parle de self-reliance. L'autosuffisance. Et quelque part, ça aussi on ne le sait pas, le président actuel, c'est un fervent lecteur de Nyerere, c'est un fervent, il est dans cette lignée-là. Et donc je pense que le Rwanda est une fierté africaine parce que d'abord il nous montre qu'on peut faire les choses, on peut, si on veut, si on est organisé. On peut sortir de la situation la plus terrible et arriver à s'en sortir par ses propres moyens. Parce que ne l'oublions pas, qu'est-ce qui fait que le Rwanda est là aujourd'hui? Les femmes d'abord. Ce sont les femmes qui se sont mobilisées. Il y avait 1 million de morts, il y avait une grande partie de la population qui avait été entraînée dans cette entreprise de détruire l'autre partie, et on s'est retrouvé avec plus de 500 000 orphelins dans le pays. Et les femmes ont lancé par exemple une campagne en disant « une famille, un enfant ». Et tous les orphelins ont été pris dans les familles. Aujourd'hui, le Parlement rwandais compte plus de 60% de femmes. Les femmes ont beaucoup joué pour remettre ce pays sur les rails, sur pied. Et donc, je pense que le Rwanda nous montre que... Je pense que le génocide au Rwanda, ça a été le reflet de nos échecs, de nos indépendances en Afrique. Et aujourd'hui, en même temps, ce modèle-là, la réussite économique, nous montre qu'on peut faire les choses, on peut s'en sortir et par nous-mêmes. Et par rapport à la question de l'aide, moi je suis de ceux qui pensent que l'aide n'aide pas nécessairement. Il faut qu'on sorte de cette idée où nous continuons à penser qu'il y a d'autres qui viendront nous développer à notre place. C'est faux. Aucun peuple n'a jamais développé un autre peuple. Aucun pays n'a jamais développé un autre pays. C'est nous-mêmes, c'est à nous-mêmes de nous organiser. Et comment le gouvernement rwandais fait-il pour financer son budget ? Il y a la mobilisation, par exemple, du fonds Agaciro. On a mobilisé tous les citoyens ont contribué. Il y a la réduction par rapport à certaines dépenses. Il y a beaucoup de dépenses superflues en Afrique. Un des leaders africains disait il faut qu'on sache ce qu'on veut. Quelles sont les priorités? Est-ce qu'on veut du champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous? Si on fait le choix de l'eau potable pour tous, il y a des moyens pour nous développer. Il n'y a que nous, les Africains, qui continuons à penser que nous avons des pays pauvres. Nos pays sont riches. Le monde entier voit que nous sommes riches. Mais nous continuons à penser que nous avons des pays
pauvres, que nous ne pouvons rien. Et il y a même des gens qui font des campagnes politiques en disant « Moi, j'ai des contacts à Washington, j'ai des contacts à Bruxelles, j'ai des contacts à Paris, votez pour moi, je vous amènerai de l'aide. » Soyons sérieux, nous sommes au XXIe siècle, il faut que nous apprenions à compter sur nos propres ressources. La Chine l'a montré, hein. La Chine n'a pas compté sur l'aide extérieure pour être là où elle est. Et il faut que nous arrivions à croire en nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Et en tant qu'Africains, il faut que nous accompagnions ce processus-là, que nous essayons de mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays, parce que souvent, nous avons des informations qui ne sont pas nécessairement exactes et que nous essayons de l'aider parce que nous avons un devoir par rapport à ce pays-là, parce qu'on a laissé faire en 1994. Et si on ne l'accompagne pas, peut-être qu'un jour l'histoire peut se répéter. Lucien, est-ce que cet exemple rwandais pourrait s'appliquer à un autre État, parce que beaucoup pensaient que le pays allait s'effondrer sans cette aide extérieure? C'est difficile, Sandra, parce que les circonstances historiques et politiques ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Je souscris complètement à l'analyse sociale et institutionnelle mise en avant par David. Cette analyse met l'accent, le focus sur quoi? Sur la nécessité, sur le plan politique dans les pays africains, d'un leadership affirmé avec une vision. C'est la vision 2020 de Paul Kagame. On peut ne pas être d'accord avec sa politique, mais au moins sa politique a des résultats qui sont palpables. Quels sont ces résultats? D'abord, les réformes institutionnelles, bien entendu. Il y a eu des réformes économiques relativement importantes. Le reportage a mis le focus sur quoi? Sur la capacité que peuvent avoir les Rwandais, mais aussi les étrangers, à créer une entreprise de la manière la plus rapide qui soit. Il y a aussi la modernisation de l'agriculture. Il faut quand même se dire que l'agriculture représente quasiment 42,5% du PIB et occupe 4,27% quasiment de la population active. Il y a des réformes, le reportage l'a dit aussi, qui ont été faites concernant le tourisme. La vision politique de M. Kagame et sur le plan économique est de faire, en effet, du Rwanda une région, une sorte de plaque tournante des services dans la région du Grand Lac. Et puis, il y a l'autre aspect qui blesse, à savoir qu'on reproche à M. Paul Kagame et au Rwanda d'être l'un des parents du mouvement M23. Alors, mais je voudrais qu'on m'explique paradoxalement la relation suivante. On reproche à M. Kagame d'être un parrain, mais en même temps, la communauté internationale accepte le fait que le Rwanda, aujourd'hui, est membre non permanent pour 2 ans du Conseil de sécurité. Et dans le même temps, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international reconnaissent qu'il y a eu des réformes qui ont été faites, reconnaissent qu'il y a la capacité du Rwanda à co-gérer effectivement l'espace rwandais avec les organisations internationales. Si on va beaucoup plus loin, on s'aperçoit, je reviens sur l'aide, la problématique de l'aide. En effet, comme dit David, à quelque chose malheur est bon. C'est-à-dire qu'on a habitué, après les indépendances, les pays africains à vivre sous perfusion. L'aide, en fait, n'est jamais une aide généreuse. Elle ne fait que profiter aux bailleurs de fonds, car cette aide s'accompagne souvent des contrats commerciaux, financiers, économiques léoniens qui plombent, qui surplombent et qui surendettent, bien entendu, les pays qui reçoivent cette aide. M. Kagame a fait un choix. On a tari peut-être l'aide, mais l'aide venant de la part des bailleurs de fonds individuels bilatéraux, elle n'a pas cessé, premièrement. Deuxièmement, les Rwandais se sont retroussés les manches pour mieux travailler. Et puis, comme elle dit, on a ciblé en fait les priorités. On a fait des coupes dans les dépenses et on a amélioré un certain nombre de choses. Tout n'est pas parfait, mais en effet, ce modèle-là, c'est un modèle politique. Alors, il faut dire aussi que le pays est relativement petit, 22 600 km², et avec une densité relativement forte de l'ordre de 500 habitants km². Donc, c'est possible. C'est une sorte de petit laboratoire où tout est possible. Mais on ne peut pas transposer le modèle rwandais à d'autres pays. En revanche, le modèle rwandais peut servir d'analyse et d'exemple. D'où ma question à Alfred, comment réduire cette dépendance aux aides des communautés internationales? Bon, d'abord, il faut rappeler une chose quand même, que la suspension de l'aide ne concerne que l'aide militaire. Donc, donc ça c'est relatif. De l'autre côté, l'aide économique ou aux investissements, ça continue, la santé, etc. Deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est l'impact quand même de la communauté des États d'Afrique de l'Est
qui constitue quand même un autre pôle justement de stabilisation de l'économie, en tout cas des États d'Afrique de l'Est. Troisième chose, effectivement, est le volontarisme politique de Paul Kagame, même si, alors, c'est très curieux parce qu'il y a le volontarisme politique de Paul Kagame et cette idée au fond que aide-toi, le ciel t'aidera. En Afrique du Sud, on l'a vu à l'époque justement de l'embargo qui frappait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est développée justement à partir de là où les Sud-Africains se sont dit, puisque la communauté internationale suspend ou coupe toute aide possible, nous allons nous-mêmes essayer de développer nos potentialités, nos capacités. Et là, Kagame, c'est un point intéressant parce qu'il suscite cela. Mais le paradoxe, c'est du côté politique en réalité. En même temps qu'il y a des avancées économiques, sur le plan politique quand même, on est sur le modèle de l'État-parti. Hein. Le FPR quand même, il faut le signaler, c'est un État-parti comme l'était le MPR du temps de Mobutu dans les autres pays africains. Et je crois que ça, c'est pour moi le point le plus important. Au point économique, alors je voudrais aussi signaler quand même que le développement concerne beaucoup Kigali, mais comme le pays est à 90% agricole, ce sont des paysans, etc., il faudrait aussi des politiques pour l'arrière-pays pour permettre effectivement que dans les provinces, les villages, les collines, que les gens puissent aussi y arriver. Bref, il y a des choses qui se font, qui sont tout à fait faisables, mais la volonté effectivement de Paul Kagame de dire au fond que si vous nous aidez, tant mieux, si vous ne le faites pas, tant pis, nous allons nous débrouiller par nous-mêmes, ça suscite un autre effet auprès de la population, auprès des Rwandais, c'est-à-dire ce sentiment de se dire nous sommes les maîtres de notre propre destin, c'est à nous qu'il revient effectivement, si ça ne vient pas, tant pis, avec nos propres moyens, en ciblant les priorités, nous pouvons le faire. David Gakoudzi, en 3 mots pour conclure ce débat. Par rapport à la question du système de l'État FPR, je crois que là aussi, c'est des analyses qui sont faites à la va-vite sans tenir compte des réalités du Rwanda. 1994, on a 1 million de morts, on a 3 millions de gens qui ont été impliqués dans les massacres, et il faut reconstruire un État. Il n'y a plus d'État. Alors comment on fait dans ces cas-là? Les gens qui pensent que du jour au lendemain, le Rwanda peut devenir... Il faut, après un génocide comme celui-là, pour retrouver une société normale, il faut au moins 2 générations. Attendez, laissez-moi finir. Nous arrivons malheureusement au terme de ce débat, messieurs. Oui, mais c'est un débat important. Il faut à la mangeoire, l'opposition va à la mangeoire. C'est normal que le FPR, effectivement, ils vont à la mangeoire, etc. Ils ne vont pas à la mangeoire quand même. Ils n'ont pas de stratégie. Merci, messieurs. Poursuivons avec le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Nouvelles sanctions contre les frères musulmans. Elles ont été prises ce mercredi par la justice égyptienne, entre autres l'interdiction de toute activité de l'organisation, ainsi que la confiscation de ses biens et le gel de ses finances. Nouveau report des élections législatives en Guinée. Le scrutin initialement prévu ce 24 septembre a été repoussé de 4 jours. Une décision qui a attisé la colère de certains électeurs. Le gouvernement lance un appel au calme. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.